on voit 2 belles traces d'un ongulé, d'accord, parce qu'on voit clairement la trace de 2 ongles. Et là, c'est un beau cerf qui est passé. Le souffle des cimes. On n'est pas si loin du village, en fait. Là, on a fait à peine 200 mètres. Soit ce matin, soit hier soir, ils sont venus manger quelques petits bourgeons ou quelques petites herbes. En toute discrétion, ils sont venus cohabiter sans nous déranger, tu vois. Et c'est des fois dans l'autre sens, tu te dis, si eux savent le faire, nous, voilà, est-ce qu'on a un impact quand on va en montagne sur leur lieu de vie au final? Cohabiter avec la faune sauvage en hiver est une manière de respecter le vivant. Partons sur les traces des animaux de la montagne pour découvrir et partager cet espace qui regorge de vie. Mathieu Rondouin, accompagnateur en montagne. Là, on est donc dans le vallon de Champagny-le-Haut, au village du Bois, et surtout on est au pied de 3 sommets emblématiques, à savoir le Grand Bec, la Grande Casse, un peu plus à gauche, et puis juste en face de nous, la Grande Motte. Donc voilà, donc tu vois, on est bien entouré par ces géants. Là, tu vois, on a nos premières traces, on n'est jamais très sûr à 100% de ce que c'est, hein, même si souvent ça nous oriente bien, suivant la qualité de la trace, le type de neige. Si on s'approche un petit peu, donc déjà on voit que c'est un animal qui est potentiellement un petit peu lourd, parce qu'effectivement il s'est déjà enfoncé, tu vois, dans la neige, donc déjà ça donne une première piste. Après il y a la façon dont sont orientées et positionnées les pattes. C'est une forme assez caractéristique de Y, et donc ça généralement c'est le lièvre. Bon, on évite de s'y approcher parce que ce serait dommage de le lever en ce début d'hiver où lui il a fait ses réserves. Donc si on le fait sortir, voilà, déjà perte d'énergie. Le but du jeu c'est de sentir, déjà d'être content de savoir qu'il est présent, tu vois. Une forêt, ça regorge d'indices. Du gros bouquetin qui pourrait venir en lisière, le chamois, pourquoi pas, mais surtout du cerf, de la biche, on peut trouver du chevreuil, mais aussi tout simplement des écureuils, des petits mulots. On a l'impression d'être seul, mais on l'est pas. Oui, et je trouve que c'est aussi ça le côté un peu magique. Quand tu évolues et que tu es vraiment ouvert à tout ce qui se passe autour de toi, un craquement de branche, est-ce que c'est pas un animal qui à un moment donné, lui aussi a posé la patte sur un endroit un peu fragile? Et c'est cette conscience de se dire, même quand tu te tournes la tête, est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui te regardait, quelque chose au détour, même en haut, un petit écureuil qui nous ziote et qui sait qu'on passe. Et c'est un lieu de vie. Le simple fait d'en être conscient, on s'adapte. Là, on emprunte un petit chemin au cœur de la forêt. Quand on évolue en hivernal, c'est quand même relativement important de garder cette idée de conserver la même trace. Même trace soit que les autres, même si on aurait envie parfois de se dire « allez, je fais ma trace », ou même trace que j'ai produit à la montée. La notion de dérangement, en fait, c'est de créer une situation qui génère potentiellement déjà du stress pour l'animal, voire qui le fait fuir. On ne décide pas en fait toujours de savoir quand est-ce qu'on dérange ou pas. Pour le chamois, lui, il va avoir tendance à prendre clairement la fuite et relativement tôt. C'est-à-dire qu'un chamois, moins de 100 mètres, s'il vous a détecté, il va fuir. Et parfois même, vous n'avez même pas eu le temps de voir que lui, il est déjà parti. Le tétralyre, qui est une des autres espèces qui est relativement sujette au dérangement, lui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pendant l'hiver, sa stratégie, c'était d'être dans un igloo. Et donc de se créer un environnement pour se cacher tout simplement des prédateurs et puis conserver un maximum la chaleur. Quand on le dérange, il s'envole de cet igloo. Il se stresse et il va aller se percher dans un arbre en attendant
de pouvoir recréer un igloo. Et pendant tout ce temps-là, en fait, pour le coup, il devient vraiment vulnérable. Tu vois, là, j'ai sorti les jumelles. Souvent, les anciens, ils disent, si t'as pas de jumelles sur toi, c'est que t'es aveugle. Donc, et c'est vrai. Ce qui permet aussi, au final, d'observer sans déranger, parce que t'es à distance. On va pouvoir observer, on peut observer un magnifique bouquetin. Là, déjà, il est bien tranquille, bien posé, sur une zone où il n'y a presque plus de neige. Et c'est un jeune mâle. Donc là, il a un beau pelage marron relativement foncé. Sa stratégie pour l'hiver, il ne vient pas perdre ses poils d'été, mais au contraire, il vient rajouter une couche de poils qui s'appelle le jarre et qui vient justement renforcer son manteau pour l'hiver. Tu vois, on est quand même relativement loin, hein. On est, je pense, au moins 200-300 mètres. Il nous tourne le dos. Regarder, observer, ça permet de faire prendre conscience qu'effectivement, on est à ce moment-là en connexion avec un monde vivant qu'on ne perçoit pas toujours. Et qui dit cohabitation, dit justement aussi apprendre à se connaître. Comment percevons-nous le dérangement de la faune sauvage ? Léna Gruas, enseignante-chercheuse, j'ai réalisé ma thèse à l'université Savoie-Mont-Blanc. Quand j'ai commencé ma thèse, je me suis inscrite dans un club de ski de randonnée. Et parce que je voulais gagner en autonomie et puis aussi faire un peu, même si c'était pas du tout le cœur de ma méthode de travail, faire un peu d'observation pour voir comment ça se passait dans un club. Et en fait, je m'attendais vraiment à ce que dès la première sortie ou même avant, dès les premières rencontres avec les membres du club, on nous parle du dérangement et du comportement approprié qu'il fallait avoir en montagne vis-à-vis de la faune sauvage, notamment en hiver avec toutes les questions de quiétude hivernale. Première réunion, rien. Journée sécurité, rien. Première sortie, rien. Donc j'étais vraiment surprise. Et au bout de la 3e ou 4e sortie, on a vu des chamois. Et il y avait 2 chamois qui étaient un peu plus haut. Et on montait droit vers eux. Donc moi, j'essayais de dire, faudrait peut-être qu'on s'arrête, qu'on les laisse un peu avancer ou qu'on change d'itinéraire. On s'est quand même arrêté peut-être 1 minute, 1 minute et demie maximum, et on a un peu regardé, mais voilà, tout de suite on est reparti. Et puis bon, bien sûr, les chamois ont fui et ils sont montés puisqu'on les a revus en arrivant à proximité du sommet. Et pareil, je disais, c'est bon, on n'a pas besoin d'aller jusqu'en haut. C'est un endroit où la neige avait été bien soufflée par le vent, donc ils étaient en train de manger sur une plaque d'herbe. Donc clairement, non seulement on les faisait fuir, mais en plus on les privait de leur repas. Et là, carrément, quelqu'un m'a dit « Oh, ça va, c'est bon, là, l'ami des animaux, c'est bon, laisse-nous profiter de la rando tranquille. » Dans ma thèse, je traite du rapport qu'entretiennent les pratiquants et les pratiquantes de sport de nature. Donc en particulier, j'ai étudié le ski de randonnée, la raquette, la randonnée pédestre et le trail. Et donc j'étudie comment les personnes qui font ces sports se comportent dans la nature et le lien qu'elles entretiennent avec la nature et plus particulièrement avec les animaux. Et comment ils ou elles perçoivent le dérangement, s'ils ont conscience que ça existe, et qu'est-ce qu'éventuellement ils font pour remédier à leur propre dérangement. On peut distinguer 2 types de perception du dérangement. Le dérangement qui est causé par l'activité, mon activité dérange les animaux, et le dérangement qui est causé par soi-même. Je dérange les animaux quand je fais cette activité. C'est 80% des gens considèrent que oui, leur activité, donc que ce soit le ski de randonnée, le trail, etc., dérange la faune sauvage, mais seulement 25% disent oui, moi, personnellement, j'ai déjà dérangé un animal quand je faisais cette activité.
C'est dû à une forme de ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est une théorie en psychologie sociale. C'est ce qui se passe quand nos valeurs ou nos convictions, nos comportements entrent en conflit les uns avec les autres. C'est quand on dit « je sais que le ski de randonnée dérange les animaux, mais j'aime pratiquer le ski de randonnée ». Donc pour préserver mon estime de moi-même, il faut que j'arrive à trouver un facteur explicatif de pourquoi moi, personnellement, je ne dérange pas les animaux. Il y a plusieurs manières pour les gens de se dédouaner de cette responsabilité. Il y a tout d'abord le fait de renvoyer la responsabilité vers d'autres. Oui, mais bon, les bouquetins, de toute façon, ils bougent pas, donc on les dérange beaucoup moins que les chamois. Il y a d'autres stratégies pour se dédouaner, c'est par exemple de minimiser. Donc par exemple, des gens qui disent bon, c'est pas parce qu'un tétralyre, on le dérange 2-3 fois dans l'hiver qu'il va forcément mourir. Dans les interactions que moi j'ai pu avoir avec les gens que j'ai interrogés, il y en a plusieurs qui m'ont dit ah c'est bien, j'avais entendu parler de ça mais je savais pas trop, donc là j'ai pris conscience qu'il y avait un sujet, donc je vais me renseigner. C'est une problématique qui a émergé assez récemment, c'est la question de dérangement, de quiétude hivernale dans les espaces protégés. Donc il y a beaucoup d'efforts des gestionnaires qui sont faits pour sensibiliser. Mais alors, quelles sont les solutions mises en place pour partager l'espace avec la faune sauvage ? Pour partager l'espace avec la faune sauvage, il y a des zones qu'on appelle des zones de quiétude ou des zones de tranquillité, dans lesquelles on recommande aux skieurs de ne pas aller. Ça permet de faire en sorte que les animaux ne soient pas dérangés par les skieurs, les raquettistes. Justine Coulombier, je suis chargée de projet au Parc national de la Vanoise et je travaille notamment sur le sujet de la quiétude hivernale, donc les questions de partage de l'espace entre les activités de loisirs et la faune sauvage qui est présente en Vanoise. Ces zones de tranquillité, en fait, on fait en sorte qu'elles soient choisies le plus collectivement possible, que les gens se l'approprient. Et en général, on les crée pour les tétralyres. C'est l'espèce un peu parapluie. Quand on protège son espace de vie, on protège l'espace de vie de plein d'autres espèces. Donc par exemple, au même endroit qu'on trouve les tétralyres, on va trouver en hiver les chamois, des lièvres variables, des petites hermines, des petits passereaux. Pour choisir une zone de tranquillité, souvent on identifie des espaces où il y a déjà des animaux. On va voir les traces de présence, qui sont par exemple les crottiers de tétralyre, puisque le tétralyre creuse un igloo, et dans son igloo, il fait aussi ses crottes. Et donc à la fonte des neiges, on retrouve les crottes, les indices de présence. On regarde les traces d'animaux dans la neige, donc les lièvres, les chamois laissent des traces dans la neige. Et on va identifier finalement des zones où il y a à la fois des animaux sauvages et des activités. Sur le terrain, les zones elles sont matérialisées grâce souvent à des petites cordelettes sur lesquelles on place des fanions et de petites affiches avec un tétralyre dessiné la majeure partie du temps, avec un petit message. On est souvent sur de la responsabilisation de chacun. On peut passer en dessous, c'est pas une barrière, mais l'intérêt est justement de ne pas passer pour partager l'espace entre les activités et la faune sauvage. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils connectés. Wimper, Camp to Camp, Ski Tour, qui sont des applications qui sont utilisées par les pratiquants. Et au sein de ces applications, lorsqu'il y a une zone de tranquillité, elle apparaît sur la carte. Donc il suffit de cliquer sur la petite zone pour savoir pourquoi c'est une zone de tranquillité, pour quelle espèce, quelles sont les choses à respecter. Et donc ça permet à tout à chacun, lorsqu'il prépare sa sortie, de choisir son itinéraire en fonction de la présence de faune sauvage à proximité de son itinéraire. Merci à Mathieu Rondouin, à Léna Gruas et à Justine Coulombier. Cohabiter avec la vie sauvage est un épisode de la série Le souffle des cimes, le podcast produit par le Parc national de la Vanoise. Réalisation Alice Roy, illustration musicale Majo.
à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Les épisodes fonctionnent de façon indépendante. L'expérience vous a plu ? N'hésitez pas à la partager autour de vous.